Bonjour, vous toutes et tous. Voici, nous sommes réunis ensemble autour d'une table ronde qui porte sur son logement subventionné, mais quel est le rôle du soutien communautaire dans tout ça? Alors, cette activité se passe dans le cadre d'une recherche qui porte justement le soutien communautaire dans le logement subventionné qui est sous la direction de Madame Judith Lapierre, professeure à l'Université Laval, et la co-direction de Monsieur Jacques Caillouette de l'Université de Sherbrooke. Alors, nous avons 2 heures pour cette activité et il y a plusieurs interventions. Donc, ça veut dire que la cadence va être assez rapide et il va falloir suivre les temps de façon assez serrée. Alors, tout d'abord, je veux vous souhaiter la bienvenue et merci beaucoup de participer à cette activité parce qu'il va y avoir une période d'échange à la fin et vos propos seront sûrement profitables pour cette organisation de recherche. Et bon, alors, bienvenue aussi aux gens des régions éloignées. Ce n'est pas toujours évident que vous puissiez participer à ce genre de table ronde, mais malgré les limites à cause de la pandémie, alors l'utilisation du web, l'utilisation de Zoom dans le cas, nous permet d'échanger ensemble. Alors, donc, euh, nous allons nous centrer sur les besoins et les pratiques de soutien communautaire comme pilier de renforcement du pouvoir d'agir des gens qui sont logés. Et voilà, je vais vous indiquer une définition officielle qui a cours depuis 2007 et qui sert de cadre de référence sur le soutien communautaire dans les organismes officiels, que ce soit la Société d'habitation du Québec ou encore le ministère Santé et Services sociaux et d'autres instances. Alors, cette définition, vous pouvez la trouver dans un cahier du CRISE, le numéro ET 2101. C'est un cahier qui est fourni, qui est tout récent, qui vient d'être mis sur le site. C'est un cahier dont les auteurs sont Jean-Vincent Bergeron-Godin et Christian Jeté. Alors, Christian Jeté va s'appuyer sur cette recherche-là pour intervenir tout à l'heure. Voici la définition officielle là, du cadre de référence. Le soutien communautaire recouvre un ensemble d'actions qui peuvent aller de l'accueil à la référence, en passant par l'accompagnement auprès de services publics, la gestion des conflits entre locataires, l'intervention en situation de crise, l'intervention psychosociale, le support aux comités de locataires et autres comités et l'organisation communautaire. En fait, la notion de support communautaire désigne ce qui relève de l'accompagnement social des individus et ou des groupes, incluant la gestion du bail. Et cette dernière partie était une citation du gouvernement du Québec, donc très officielle, très institutionnalisée en un sens. Alors, voilà, donc, nous allons procéder tout de suite. Vous avez vu par la fiche d'invitation qu'il y avait 5 parties dans le développement de la question, en quelque sorte. Il va y avoir d'abord une première partie qui porte sur un historique du développement de cette pensée du soutien communautaire qui s'est fait à travers différentes législations. Et pour faire cela, nous allons entendre d'abord Christian Jeté, qui a beaucoup travaillé, est professeur d'abord de l'Université de Montréal, à l'École de travail social, il est membre du CRISE, mais à travers le LAREPS aussi, il a beaucoup travaillé sur les politiques sociales et on va voir aujourd'hui comment cela a donné des fruits. Et voilà, comme réaction à cela, comme complément, un intervenant du milieu, Robert Pilon, qui est un militant pour la construction et la protection du logement social au Québec depuis 37 ans, ce qui est quand même relativement important. Il est coordonnateur de la Fédération des locataires d'habitation à loyer modique, la FLHLMQ. Alors, il a auparavant été organisateur au Front d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU, pendant 9 ans, une organisation qui est bien connue.
Alors, nous allons entendre tout de suite Christian Jeté pendant 8 minutes. Les temps sont chronométrés, donc il est possible que si ça force un peu, je vais lui demander d'interrompre dans 1 minute. Oui, Jacques, pour dire que c'était 10 minutes pour moi. Ah, ben pardon. Merci de me rappeler. Alors, écoutez, je vais partager mon écran. Alors, ça va, voilà. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis bien heureux d'être ici aujourd'hui et de pouvoir venir vous parler de certaines recherches que j'ai faites sur le soutien communautaire en logement social. Alors, ma présentation, là, c'est vraiment un bref survol historique là, du processus de reconnaissance de soutien communautaire en logement social. Hein, c'est forcément une histoire qui va être partielle et partiale là, parce que j'ai dû choisir certains épisodes qui m'apparaissaient importants. Et puis, comme le disait Jacques Boucher tantôt en animation, là, c'est tiré d'un rapport de recherche que j'ai fait avec Jean-Vincent Bergeron-Gaudin, qui est doctorant en sciences politiques à l'Université de Montréal et qui fait justement son doctorat sur les luttes sociales menées pour le logement social et l'habitation au Québec. Donc, dans notre projet, on a considéré le soutien communautaire là, comme une innovation sociale qui a évolué selon 6 phases. Alors, une phase d'émergence, d'expérimentation, d'intéressement, de généralisation. Et je vais changer ma... Voilà. Donc, phase d'émergence, phase d'expérimentation, phase d'intéressement, phase de généralisation, phase de concertation et phase d'institutionnalisation. Et je vais donc les reprendre succinctement une à une dans les 10 prochaines minutes. Donc, première phase, la phase d'émergence, 1980-1986. Alors, comme certains peut-être d'entre nous là, qui étions là à l'époque, c'est une période de crise économique importante. Alors, une augmentation aussi importante du nombre de sans-abri dans les grandes villes, notamment à Montréal. C'était aussi une période où il y a eu la mise en œuvre de politiques de désinstitutionnalisation de certaines populations, notamment en santé mentale, qui venaient nourrir le nombre de sans-abri. C'est aussi une période où s'amorce le travail de certains organisateurs communautaires de CLSC et d'intervenants d'organismes communautaires dans les maisons de chambre, là, notamment à Montréal, auprès de populations là, qui étaient marginalisées et qui étaient à risque d'itinérance. C'est une période aussi où les offices municipaux d'habitation, les OMH, commencent à s'intéresser au développement social et à la participation des locataires et où les comités de résidents aussi se multiplient au sein des habitations à loyer modique, là, les HLM. Donc, c'est un contexte là, qui va mettre la table plutôt pour la seconde phase, qui est la phase d'expérimentation, 87 à 93. D'abord, 87, une année importante, une année charnière, parce que c'est l'année internationale des sans-abri qui a été décrétée par l'ONU. C'est aussi l'année de la création de la Fédération des OSBL d'habitation, la FOM à Montréal. Or, c'est justement dans ces années-là qu'il y aura une entente entre l'OMH de Montréal et la FOM pour la gestion de 6 maisons de chambre, qui sont un projet pilote qui va donner lieu à une expérimentation, à un développement du support communautaire. À l'époque, on appelait ça du support communautaire dans les 6 immeubles avec des intervenants et des conseillers résidents. Du côté des OMH, on sent aussi le besoin d'agir à cette époque-là. Il y a la création d'une direction du développement social à l'OMH de Montréal et on développe aussi l'approche milieu pour le soutien aux locataires qui ont des besoins particuliers. Période numéro 3, alors la phase d'intéressement. Alors, intéressement parce qu'il y a un intérêt qui est porté au support communautaire par des acteurs qui sont extérieurs à Montréal, notamment des OSBL d'habitation en Outaouais et à Québec. Alors, il y a aussi les chercheurs qui vont commencer à s'intéresser au soutien communautaire en logement social. Il y aura notamment un rapport de la Société canadienne d'hypothèque et de logement en 1995 sur le logement pour les personnes itinérantes qui va mettre en lumière le fait que la FOM s'avère plutôt un des seuls projets qui réussit à l'époque encore à concilier le logement et l'intervention sociale. Il y aura aussi un rapport du laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques, le LAREPS, auquel je participais. Et c'était d'ailleurs mes premières armes dans la recherche à l'époque, en 1998, qui démontre que l'amélioration de la qualité des résidents à la FOM et qui va aussi servir de caution scientifique pour revendiquer des ressources pour le soutien communautaire à l'époque par la FOM.
Il y aura aussi à la même époque là, un déblocage des premiers fonds pour le soutien communautaire à partir du programme d'accès logis qui permet de construire des logements sociaux dans le volet 2 pour les aînés. Il y aura ce qu'on appelait 1 000 $ d'apport pour le soutien communautaire. Donc, c'est du soutien récurrent, là, mais ça touchait de mémoire là, quand même un nombre plutôt limité, là, 600 ou 700 unités de logement, si je me rappelle bien. Et enfin, les OMH à l'époque commencent à offrir du logement avec soutien pour les personnes avec des besoins particuliers en santé et services sociaux. On passe ensuite à la phase de généralisation, 2000 et 2003. Donc, c'est une phase qui s'amorce avec la création du regroupement québécois des OSBL d'habitation en 2000, donc moment important, qui va regrouper 5 fédérations régionales avec un objectif clair de développement du soutien communautaire en logement social. Ce qui va entraîner un élargissement du soutien communautaire à d'autres populations que les populations initiales, qui étaient surtout les personnes à risque d'itinérance. Et là, on va l'élargir à d'autres populations, santé mentale, déficience intellectuelle, mais aussi beaucoup pour les aînés. Il y aura à l'époque la mise sur pied d'un comité interministériel là, qui va évaluer à 9,5 millions de $ les besoins en soutien communautaire. Donc, on voit qu'il commence à avoir une reconnaissance de ces besoins-là. On assiste aussi à une stratégie élargie de lobbying. On obtient un soutien du FRAPRU, de Solidarité Itinérance du Québec. Et à l'époque, il y aura même une promesse de programme de financement qui sera faite par le ministre Boisclair, là, pour ceux qui se rappellent, à l'époque du Parti québécois. Mais il y aura une élection en 2003 et le Parti québécois va perdre des élections. C'est Jean Charest et les libéraux qui vont être élus et du même coup, on va oublier cette promesse-là là, de programme de financement, mais vous allez voir, je vais y revenir là, dans quelques minutes. Par ailleurs, il y a aussi une évolution, je dirais, importante puis décisive qui se fait pour les OMH. C'est l'adoption du projet de loi 49 en 2002 qui entraîne la reconnaissance de l'importance des activités sociales et communautaires pour les OMH. Les OMH vont exprimer clairement à ce moment-là leur volonté de faire reconnaître leurs pratiques de soutien communautaire. Et ils vont d'ailleurs publier en 2003 une étude qui fait état de l'étendue des besoins en soutien communautaire dans les HLM. La phase de concertation, 5e phase. Alors, en remplacement de la fameuse promesse du ministre Boisclair d'un programme de financement, les libéraux vont plutôt opter pour la création en 2003 d'un comité intersectoriel chargé de définir les conditions de transfert de la pratique. Et les acteurs qui en faisaient partie de ce comité-là, au début, s'étaient mis un agenda sur 3 ou 4 mois là, pour finaliser leurs tâches. Là. Finalement, ça va prendre 4 ans. Et on va obtenir le cadre de référence en 2007. Mais pendant ce temps-là, les regroupements vont continuer à s'activer. Par exemple, de mai 2006 à décembre 2007, le regroupement des OMH au Québec va organiser 11 colloques régionaux qui vont réunir plus de 1300 intervenants sur le soutien communautaire. Même chose, de l'automne 2007 à l'été 2008, le regroupement québécois des OSBL d'habitation, lui, va organiser 8 colloques régionaux qui vont réunir plus de 1000 intervenants, eux aussi, sur le soutien communautaire. Donc, on voit qu'il se passe pas mal de choses à cette époque-là. Finalement, en mai 2007, soit avant même la publication du cadre de référence sur le soutien communautaire, le ministère Santé et Services sociaux, par l'entremise de Philippe Couillard, qui à l'époque était ministre, annonce un investissement de 5 millions en récurrent pour le soutien communautaire en priorisant le logement pour les aînés. Donc, le cadre de référence va finalement être adopté en novembre 2007, cadre qui définit les concepts de base de la pratique, qui confirme la responsabilité partagée du réseau de la santé, des services sociaux et de l'habitation, qui aussi fait en sorte que le soutien communautaire concerne à la fois les OSBL d'habitation, les OMH et les coops, et qui propose la création d'instances régionales de concertation et d'un comité de suivi national. Ce qui nous amène finalement à la phase d'institutionnalisation, donc de 2008 à aujourd'hui. Alors, d'abord, sur la répartition régionale des 5 millions qui ont été accordés par Philippe Couillard, à partir d'une méthode de calcul du ministère, ça n'a pas fait l'unanimité, puis ça a créé des iniquités, selon certains, en tout cas, entre certaines régions, là, et il y a eu un peu de la grogne autour de ça.
Mais quand même, au total, à ce moment-là, il y a quand même eu 148 projets qui ont été financés et il y a eu plus de 22 000 unités de logement qui ont été touchées par le soutien communautaire. Les modalités d'application restent toutefois différentes selon les régions. Dans le rapport de recherche qu'on a fait, on a distingué 3 modèles d'application du cadre de référence. Un modèle hiérarchique, un modèle administratif, un modèle partenarial. Je n'ai pas le temps d'y revenir à ce moment-ci, mais j'en dirai peut-être un mot un peu plus tard là, au cours de la table ronde. Bon, puis à la même époque, il y a d'autres financements là, régionaux qui s'ajoutent, puis sectoriels. Il y a des sommes qui proviennent notamment de la politique Vieillir ensemble en 2012. Au total, là, selon le ministère Santé et Services sociaux, en 2014, là, il y a 9,12 millions de dollars qui est consacré au soutien communautaire en logement social. Je suppose que tu achèves, Christian, parce que oui, le temps est écoulé. D'accord. Ben, je vais finir avec ça. Oui. Bon, parce que mon cadran ne fonctionnait pas. Par contre, il y a peu de suivi qui est fait sur le plan national. Il y a 2 rencontres là, qui vont avoir lieu, une en 2009 et l'autre en 2019. Mais en 2018, par contre, il y a un forum important qui va être sur le soutien communautaire qui est organisé par le RQOH, le ROHQ et puis la Confédération québécoise des coopératives d'habitation et puis l'Association des GRT du Québec qui va revendiquer l'instauration d'un programme de soutien communautaire, hein, on y revient, et un financement minimum de 30 millions pour le soutien communautaire. Et signe peut-être qu'on sent le besoin de faire le point sur cette question-là, il y a un projet d'action concerté entre la SHQ et la FRQSC qui va mettre en place une recherche en 2019, recherche là, qui est menée justement par Judith Lapierre, qui est pour évaluer les besoins de santé et de services sociaux des locataires et mettre à jour le cadre de référence. Alors, je vais arrêter là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Christian. Alors, c'est très éclairant. Et puis, nous allons passer à une réaction de la part de Robert Pilon. Bonjour tout le monde, puis merci de me donner l'occasion de m'adresser à vous. Moi, je suis coordonnateur à la Fédération des locataires des habitations à loyer modique du Québec. La Fédération regroupe 300 associations de résidents dans le logement public. Je vais aussi peut-être vous faire part de quelques dates et de quelques événements, puis un peu pas en réaction, mais en complément de ce qui a été dit précédemment. Notre fédération a été créée en 1993 sous le thème « On est capable ». Premier congrès des locataires de HLM, on avait besoin de mettre en gros sur une bannière, là, puis d'être 200 dans la salle à dire « On est capable ». On est capable pourquoi? Parce que les résidents du logement public au Québec voulaient secouer la gestion paternaliste dont ils étaient victimes quand ce n'était pas une gestion qui était autoritaire. Donc, le parc de logement public, les gens qui vivaient en HLM avaient l'impression qu'on ne les respectait pas, qu'on ne les considérait pas comme des citoyens à part entière, des gens intelligents, mais comme des gens qui étaient bien chanceux, qu'on s'occupe d'eux autres et qu'on leur donne un logement. Je tourne les coins ronds, je caricature un peu, mais c'était le sentiment de devoir affirmer qu'on était capable, qu'on était des humains dans certains cas, qu'on méritait d'être traités humainement, mais aussi qu'on souhaitait s'occuper de nos affaires. En 1998, notre fédération a tenu une manifestation de 900 personnes devant l'Assemblée nationale à Québec. On n'est pas un syndicat là, pour analyser des autobus. 900 personnes âgées qui sont venues par leurs propres moyens d'un peu partout au Québec devant l'Assemblée nationale pour revendiquer quoi? Revendiquer le droit de pouvoir s'associer, d'avoir des associations de locataires dans les HLM, que ce soit permis. Pourquoi? Parce que le Québec était grand, il y avait 650 offices municipaux d'habitation. Certaines, comme Montréal, par exemple, permettaient évidemment le droit d'association dans les HLM et c'était même encouragé, alors que dans d'autres villes au Québec, on l'interdisait. Les gens pouvaient perdre le logement. En 1998, des gens pouvaient se faire mettre dehors de l'UHLM, des femmes monoparentales, sous prétexte qu'elles voulaient se donner des associations. Donc, 900 personnes trouvent nécessaire d'aller manifester devant l'Assemblée nationale pour faire reconnaître le droit de s'organiser dans les HLM. C'était pas pour rien. Là. 2002, nous gagnons, et je dis nous gagnons des modifications à la loi de la Société d'habitation du Québec pour obliger les offices d'habitation à reconnaître légalement les associations de locataires et à les consulter
en ayant l'obligation de mettre en place un comité consultatif de résidents. Donc, en 2002, après 10 années d'efforts, nous étions très heureux d'avoir gagné un espace démocratique dans la gestion du logement public au Québec, d'avoir des comités consultatifs de résidents que les offices devaient, qui étaient composés des associations existantes. Et depuis 2002, donc, il y a une bataille au Québec pour apprendre à occuper ces espaces démocratiques-là, faire en sorte que les résidents, c'est ce qu'on appelle la participation citoyenne, que les gens aient une place dans l'administration de logement. Et je vous jure, c'est un combat. 2004, on négocie avec la Société d'habitation du Québec dans un guide de gestion du logement public au Québec. On négocie une directive sur l'approche communautaire. 2004. Cette directive-là, ce qu'elle dit, je vous en cite quelques lignes, elle habilite les offices d'habitation à mettre en œuvre toute activité à caractère social et communautaire favorisant le mieux-être de sa clientèle. De plus, elle crée l'obligation pour tous les offices de mettre en place des comités consultatifs de résidents. Ces modifications législatives confirment la volonté du gouvernement du Québec d'accorder aux locataires de logements à prix modique une plus grande place dans la gestion de leur milieu de vie. Et on dit que les offices doivent faire appel aux ressources et compétences qui œuvrent dans les milieux de vie HLM et qui travaillent dans le sens de cette prise en charge, tels les CLSC à l'époque et les organismes communautaires. Ça, c'est 2004. 2004-2008, il y a une négociation sur le cadre de soutien communautaire en logement social. Notre fédération en est exclue. Je le précise, exclue. Ce n'est pas faute d'avoir essayé pendant 4 longues années de participer à la rédaction. Arrive le cadre de gestion. Notre lecture du cadre de gestion, c'est qu'il y a plein de choses généreuses dans le cadre, vous le lirez, hein, il y a de tout. Il y a de tout et il y a de son contraire, mais notamment dans les 2 premiers chapitres, on encourage fortement, et on y souscrit, on encourage fortement la prise en charge, la participation citoyenne, l'empowerment, tout est là, c'est formidable. Et dans le milieu HLM, on dit notamment que ça devrait permettre d'encourager les gens à s'associer, à prendre des initiatives entre eux, et donc de créer des associations de locataires. Sauf que dans le cadre, dans la dernière partie, lorsqu'on parle de financement, on exclut totalement la possibilité pour les associations de bénéficier de financement dans le cadre du soutien communautaire, ce qui, à notre avis, est une injustice très grave. 30 secondes. Vous avez terminé votre temps, alors il faudrait mettre un point. 30 secondes et je finis. Depuis ce temps-là, il s'est fait plein de belles choses. Selon nous, les questions importantes qu'on souhaiterait discuter avec vous, c'est est-ce que le soutien doit être fait à l'action collective ou au support individuel? Et vous aurez deviné notre réponse. La deuxième, et peut-être la plus importante aussi, c'est la reconnaissance du mandat et de l'autonomie des intervenants communautaires. Parce qu'actuellement, nous, on voit une énorme différence entre ceux qui font vraiment du développement communautaire, du développement social avec les communautés, et ceux qui, malheureusement, sont limités par leur employeur, leur donneur d'ouvrage, et à qui on confie plus des tâches, je dirais, d'accompagnement individuel, mais qui est plus de l'ordre du contrôle social des individus, payer le loyer, pas faire de troubles, que vraiment ce que j'appellerais de l'émancipation sociale. C'est des enjeux qu'on aimerait discuter aujourd'hui. Et on pense que dans le bilan, cette reconnaissance-là du mandat, mais aussi de l'autonomie des intervenants, là, pour être loyal, non pas aux institutions, mais loyal aux citoyens, c'est un enjeu de discussion important. Merci Robert. On pourra poursuivre dans l'échange qui aura lieu après les présentations. Alors voilà, nous passons donc à la première dimension de cette table ronde après l'introduction de survol historique. Là. Cette première dimension porte sur la question des besoins, des forces, des priorités. Alors, comment ces besoins se relient au renforcement et à l'étendue des pratiques de soutien communautaire? Alors, la question sera présentée par la responsable, la chercheure principale de cette recherche, Judith Lapierre, qui est professeure au département des sciences infirmières de l'Université Laval. Elle s'intéresse au logement communautaire depuis une bonne dizaine d'années. Entre autres, elle a développé une OSBL d'habitation à Gatineau pour les familles monoparentales. Elle aborde la question des besoins. On lui donne la parole tout de suite. 8 minutes, Judith. D'accord. Bonjour tout le monde. Merci
présentateurs précédents. Très intéressant. J'espère qu'on abordera tous ces enjeux-là. Moi, mon petit mandat, c'est de vous présenter un peu notre étude qui est en cours et puis de vous présenter quelques petits résultats sur les besoins manifestés par les locataires. Donc, c'est une recherche en partenariat qui a répondu à un appel du gouvernement, du SQRSC et de la SHQ en action concertée. Elle comprend plusieurs partenaires. Il y a 16 chercheurs de différentes universités. Puis au départ, on avait 26 partenaires qu'on est allé chercher pour monter le projet. Et depuis le démarrage, il y a 1 an, plusieurs autres partenaires se sont joints et même des territoires supplémentaires. L'étude porte sur les besoins et les pratiques de soutien communautaire dans 7 territoires au Québec actuellement. Et on va à la rencontre de locataires des 3 tenures et on aura une centaine d'entrevues qualitatives avec des locataires sur leurs besoins et on a aussi rencontré les intervenants et les gestionnaires des organisations. Donc, c'est la définition que Jacques vous a présentée au départ. Donc, la vision du soutien communautaire, c'est bien la stabilité résidentielle, la responsabilisation des locataires, développer des environnements sains et sécuritaires, améliorer les conditions de vie, développer les capacités et renforcer quand même les actions préventives. Dans l'appel de proposition de 2019, on avait de plus au Québec la politique de prévention en santé au Québec, qui est un levier vraiment important pour renforcer, je pense, les actions préventives. Dans notre étude, on avait 4 questions de recherche rapidement. Quels sont les besoins des locataires en soutien communautaire et en santé préventive? Quelles sont les pratiques de soutien communautaire selon les différentes tenures et avec le contexte entourant les pratiques de soutien communautaire? La 3e question qui sera répondue à la fin 2021, j'espère, quelles sont les retombées du soutien communautaire, les retombées vécues et perçues aussi, donc vécues par les locataires, perçues par les intervenants et les équipes. Et finalement, dans l'année 2022, on espère peut-être apporter un éclairage sur les meilleures pratiques et les pratiques donc porteuses, prometteuses ou émergentes que nous recueillons tout au long de nos rencontres. Dans notre étude en partenariat, on voulait donc une recherche un peu de type partenarial, mais la SHQ avait bien dit qu'elle ne voulait pas de recherche-action, donc on est allé vers une épistémologie constructiviste avec un paradigme pragmatique, parce que les retombées concrètes sont importantes pour nous, le rapport à l'action et la méthodologie mixte, pouvoir avoir des données qualitatives et quantitatives. Donc, l'enquête sociale de Dewey est apparu comme un moyen vraiment pour notre équipe qui répond exactement à nos besoins. Donc, elle nous permet d'être engagés aussi dans le processus, d'avoir une approche positive. Donc, on n'est pas là pour évaluer, mais on est là pour faire valoir les bons coups. Elle nous permet des espaces de croisement de savoir et favorise la démocratie participative des locataires. Donc, c'est la méthode qu'on a utilisée. Donc, elle va elle-même favoriser un passage à l'action, si on veut, par la recherche, qui est comme un catalyseur dans les milieux. Elle peut agir en commun avec les partenaires, mais aussi agir le commun. On espère donc à la fin pouvoir mieux comprendre le droit au logement, le droit à la vie privée des locataires. Il y a des locataires qui ne veulent pas participer, qui ne veulent pas s'engager trop. Il y a un continuum de besoins qui sont grandissants, qu'on va pouvoir explorer. Les problématiques se complexifient. On va parler de l'accompagnement social, l'importance de la flexibilité dans l'approche, le financement, connaître les innovations qui sont faites par les milieux, valoriser en fait le soutien communautaire et ses retombées et éclairer un peu l'importance intertenure, qui prend de plus en plus d'importance depuis quelques années dans certains milieux. Donc, il y a plusieurs phases à l'étude et on est rendu à la phase 2. Donc, on est en train de finaliser les collectes de données et de valider avec des processus qui seront mis en place prochainement. Donc, ce qui vous intéresse, c'est la réponse à une question. Dans le fond, on vous présente rapidement. La question est qu'est-ce qui est important pour vous parmi l'ensemble de plusieurs autres questions? Donc, première chose, un abri, un toit et pouvoir manger. C'est les priorités. Ensuite, garder son autonomie. Être en santé a été mentionné par, là, j'ai analysé 57 entrevues, donc la moitié. Donc, être en santé est quand même un besoin important. Santé mentale, être bien et pouvoir personnaliser son milieu.
La dignité, ensuite, très importante. L'écoute et la reconnaissance, mentionnées plusieurs fois. Beaucoup de verbatims pourront être partagés éventuellement. Éliminer les contraintes, pouvoir s'engager, participer et se donner du pouvoir. Ça, c'est un élément excessivement important. Et on voit dans les résultats que plus le locataire, la personne s'engage, participe, elle acquiert un pouvoir et c'est beaucoup, ça parle beaucoup dans l'étude. Les gens veulent vivre normalement, et ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant, vivre comme tout le monde normalement, avoir une bonne hygiène de vie, mais être occupé, avoir des occupations, avoir un équilibre. Donc, ils ne veulent pas un milieu trop envahissant, mais ils veulent quand même pouvoir s'impliquer quand ils le souhaitent. Il y a toute la facilitation des liens familiaux, garder des proches autour quand on peut, l'harmonie entre les locataires, très important, l'entraide, garder rester actif, briser l'isolement, socialiser, ce sont aussi des besoins en soutien. La sécurité, l'entretien du logement, autant l'entretien individuel qui est difficile quand les gens ont débuté à habiter il y a 20 ans. Aujourd'hui, ils sont plus vieillissants. L'hygiène des lieux communs aussi est important. L'environnement, les espaces verts, les espaces communs, très, très, très important pour créer des liens. L'accès aux services dans la communauté, l'accès aux activités du quartier, donc pas rester enfermé avec nos activités chez soi, mais pouvoir aller dans la communauté, prendre part à la société, au quartier. Et il y en a qui ont mentionné aussi des partenariats avec les organismes, la communauté, le quartier pour améliorer les conditions de vie. Donc, c'est un besoin pour eux. Pour terminer, je vous présente toutes les formes que peut prendre le soutien communautaire à travers des intervenants. Certains nous ont parlé d'intervenantes sociales, d'organisatrices communautaires, travailleurs sociales, intervenantes communautaires, travailleuses en relation d'aide. Vous voyez en jaune souligné ce qu'elles font. Donc, les pratiques de soutien communautaire viennent aider des personnes en besoin, viennent créer des activités. Il y en a une qui a dit c'est notre boîte à solutions. L'intervenant est tellement important. On sait qu'on va avoir des solutions à nos problèmes. Notre entrepôt de solutions, c'est l'intervenant communautaire. Et regarder comme étant cette boîte à solutions-là. L'intervenant communautaire va sensibiliser les gens à aller aux ressources, permettre d'informer les gens, de ne pas mourir, faire en sorte qu'on ne pas mourir de faim. C'est très, très parlant. La nourriture aussi, nous donner des accès, vont nous aider à remplir les demandes de subvention. Là, c'est très compliqué pour obtenir des fonds, donc les locataires apprécient cette partie-là. Et le fait aussi que l'intervenant est là juste en collaboration pour les activités que les locataires organisent eux-mêmes. Évidemment, les gens ont aussi mentionné des interventions de soutien individuel réalisées vraiment en dehors du cadre de soutien communautaire. Donc, du suivi à domicile, de l'aide et de l'aménagement. Et tout ça était, on a aussi rencontré des locataires vivant avec certains handicaps. Donc, il y a des suivis individuels qui se font. Mais ce qui ressort à l'écran ici, c'est les activités plutôt collectives. Je m'arrête là. Je remercie à Judith, elle était rentrée dans son temps pour sa présentation. Alors, nous allons avoir la réaction de Catherine Pilon pendant 8 minutes. Alors, Catherine, pardon, il faut que je tourne ma page. Elle possède plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du social et elle utilise une expression intéressante, c'est « travailler le social ». Fait sens, dit-elle, s'il permet la création et le renforcement des mailles qui tissent les liens sociaux. Elle travaille actuellement à la Fédération des locataires d'habitation à loyer modique du Québec. Alors, comme organisatrice communautaire, elle souhaite contribuer à renforcer le pouvoir d'agir. Alors, nous écoutons Catherine. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, d'abord, il m'apparaît essentiel de cadrer sous quel angle, nous, à la Fédération, dans le fond, on aborde le soutien communautaire en logement social, puisque, évidemment, ça teinte notre vision des besoins, des priorités, puis des forces en présence dans le milieu. Donc, partant du principe que le soutien communautaire se veut un outil de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, devient impératif de considérer les causes des inégalités ainsi que ses impacts dans la vie des locataires. Au niveau individuel, il est possible de voir les conséquences sur l'estime de soi, le sentiment d'insécurité, le sentiment de manque de contrôle sur sa vie. Mais les besoins d'une population qui vit de l'exclusion sociale, de la pauvreté, de la stigmatisation,
prennent aussi des dimensions politiques, économiques et sociales qu'il faut avoir en tête dans la lecture des besoins si nous ne voulons pas avoir une vision réductrice de ces derniers, passer à côté de la lutte à la pauvreté, voire reproduire les mécanismes d'exclusion ou de pression sans le vouloir. Dans cette même logique-là, le soutien communautaire devrait permettre le renforcement du pouvoir d'agir de locataires à tous les niveaux, sans être assujetti à des besoins gestionnaires d'un CA, d'un office, d'un groupe qui sait mieux que les locataires ce qui est bon pour eux. De plus, les dérives des actions soutenues par une vision biomédicale du social ou interventionniste, ou encore réalisées dans une logique de prestation de services, renforcent, à notre avis, malheureusement, les rapports inégalitaires, la stigmatisation et l'oppression des locataires. Donc, dans ce contexte-là, nous pensons que les besoins prioritaires des locataires vivant en contexte d'exclusion sociale et de pauvreté sont d'être traités avec dignité, d'avoir accès à un logement décent et à un milieu de vie de qualité, de briser l'isolement, d'être reconnus comme des interlocuteurs valables, d'être des acteurs de changement et non des objets d'intervention, d'être associés étroitement à la définition des besoins, des difficultés vécues, à l'analyse des causes et à la recherche de solutions, de pouvoir mettre en valeur leur savoir, leurs forces, leurs acquis, de développer ou de renforcer le sentiment d'appartenance à un groupe, un milieu de vie, le sentiment de jouer un rôle dans la vie sociale et d'exercer sa pleine citoyenneté. Mais bon, comment arrive-t-on à briser l'isolement, à créer des liens d'entraide, à construire un tissu social qui est fort? Comment le sentiment de compétence, d'appartenance à un groupe, de légitimité de prendre la parole, d'exprimer ses intérêts, de défendre ses droits et de participer à la vie publique peut être facilité ou renforcé par les pratiques de soutien communautaire en logement social. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler des forces et des éléments gagnants. Donc, à notre avis, les forces vives du logement social résident principalement dans l'implication des locataires dans des structures formelles ou informelles de participation. Lorsqu'elles sont investies, ces structures de participation permettent aux locataires de contribuer à la gestion du milieu de vie, de tisser des liens entre eux, de redonner réellement du pouvoir aux locataires. Pour nous, le soutien communautaire doit servir à renforcer ces mécanismes qui représentent une force immense des milieux. Les éléments gagnants du soutien communautaire résident donc ici, entre autres, dans le renforcement des capacités des personnes à participer à la vie collective, associative et communautaire. En HLM, comme Robert l'a dit tout à l'heure, la reconnaissance puis le financement des associations de locataires, c'est un acquis très important de la reprise de pouvoir des locataires. Pour nous, le soutien communautaire comprend également un soutien offert par les locataires aux autres locataires par le biais des associations. Pour les associations de locataires, avoir accès à un soutien communautaire, c'est aussi d'être eux-mêmes reconnus comme acteurs valables et de pouvoir accéder au financement, comme un organisme communautaire externe au milieu le ferait. En plus des associations de locataires qui favorisent le développement des mécanismes d'entraide, de solidarité, des instances de solidarité, les instances de participation à HLM comprennent les comités consultatifs de résidents, Robert l'a mentionné tout à l'heure, qui sont composés en fait de locataires représentants et qui parlent avec l'Office au nom de l'ensemble des locataires. Donc, l'Office a l'obligation de consulter ce comité-là sur différents sujets. Dans ce contexte-là encore, les pratiques de soutien communautaire, lorsqu'elles favorisent l'acquisition et le renforcement des connaissances des instances démocratiques et des mécanismes de participation, ça facilite l'engagement des locataires dans la gestion de leur milieu de vie et la reconnaissance de leur expertise, bien évidemment. Par contre, il faut reconnaître que le renforcement des connaissances puis des compétences requises pour permettre aux locataires de jouer clairement leur rôle représente un défi pour nombreux d'entre eux. S'ajoute à ces enjeux la question du renforcement du sentiment de compétence et de la confiance individuelle et collective
qui permettent à une personne d'abord de reconnaître ses savoirs expérientiels, de croire à un projet collectif, d'oser se porter candidat pour occuper un poste de représentant, puis finalement de s'affirmer et de jouer pleinement son rôle de représentant. Notre expérience à la Fédération a fait la démonstration moult fois que la capacité des locataires à devenir des administrateurs et des représentants chevronnés qui à la bonne gestion des HLM. Pour y parvenir, le soutien communautaire doit rendre accessible aux locataires des outils pertinents aux apprentissages et au renforcement de la confiance en leur capacité d'accès. Les forces des associations puis des comités, c'est aussi de faire émerger des projets qui ont un sens profond pour les locataires, qui perdurent dans le temps, qui produisent un sentiment de fierté, d'appartenance, qui renforcent l'estime de soi, puis la capacité d'un groupe d'agir ensemble avec un sentiment de compétence collective. Il y a aussi certaines expériences de soutien communautaire qui ont su aller plus loin et qui ont permis aux locataires des associations de se faire une place dans leur quartier et dans la vie publique. Je vous donne ici l'exemple de la Petite Bourgogne, où des associations de locataires ont été soutenues et encouragées à s'organiser, ont tissé des liens entre elles, puis avec les organismes du milieu pour former une coalition. Petit à petit, les locataires se sont ainsi forgés une place dans leur quartier, puis dans leur arrondissement. Le soutien communautaire, dans cet exemple, est passé du soutien individuel au renforcement de toute une communauté où les résidents et les associations de locataires ont leur mot à dire et où les décisions sur les tables de concertation sont influencées par leur présence. Ce mouvement d'implication citoyen a également comme conséquence qu'un nombre croissant de locataires s'investissent dans les instances décisionnelles des ressources du milieu et prennent leur place. Donc, d'une expérience au sein d'une association, les locataires ont pris confiance en leurs moyens, se sont mobilisés, en sont venus occuper une partie de l'espace public. Ce qui est intéressant, par exemple... Oui, une minute. Donc, dans cet exemple-là, ce qui est intéressant, c'est que les besoins sont exprimés par les locataires et qu'ils sont pris en compte dans l'élaboration et l'organisation des priorités d'action de tout un quartier. Pour finir, ce que nous souhaitons voir, ce sont des pratiques de soutien communautaire qui renforcent les communautés. La prémisse de base est bien entendu de croire profondément au potentiel des gens. Les interventions ponctuelles, ça peut dépanner, mais ça ne construira jamais une communauté forte et ça ne peut en aucun temps prétendre lutter contre la pauvreté ou l'exclusion sociale. J'ai terminé. Merci beaucoup, Catherine. Alors, nous allons passer maintenant au deuxième volet ou à la deuxième dimension. Alors, d'abord, Jacques Caillouette, qui est co-responsable de cette recherche, qui est professeur à l'Université du Québec à Sherbrooke, membre du CRISE depuis plusieurs années. Alors, il fait des travaux particulièrement sur les pratiques de développement des communautés, l'économie sociale, le développement territorial et l'intervention communautaire. Alors, nous allons l'entendre pendant 8 minutes, pardon, Jacques. Et ensuite, Jacques Laliberté réagira après. Je le présenterai avant sa réaction. OK? Jacques, ça va? Oui, ça va. Oui, tout le monde m'entend. Alors, bonjour tout le monde. Heureux de faire partie de cette table ronde-là, de cette discussion-là en commun. Le thème ici, dans la dimension que je développe, c'est l'articulation entre l'intervention individuelle et l'intervention collective dans les pratiques de soutien communautaire. Alors, un peu, je pense que Robert Pilon posait individuel ou communautaire. En tout cas, là, les deux sont très associés et de voir ce que j'amène ici, c'est qu'il doit y avoir une articulation active, une connectivité active et proactive entre l'intervention individuelle et l'intervention collective et que la manière de faire de l'intervention individuelle peut devenir un vecteur pour construire l'action collective et l'action collective peut devenir un vecteur pour
créer des espaces qui favorisent la participation et la capacité des individus à entrer en relation avec d'autres personnes ou avec des ressources et développer leur puissance d'être et d'agir. J'aime bien un philosophe comme Spinoza qui fait la différence entre puissance et pouvoir. Et entre autres, Spinoza a beaucoup cette idée-là de la mise en relation des acteurs pour qu'ils deviennent, que les éléments constitutifs d'un regroupement deviennent plus forts, de même que l'ensemble, en tout cas un processus politique important. Alors, je m'inspire entre autres d'un dernier focus group récent auquel je participais comme animateur. Et je trouvais qu'il y avait un intervenant de ce focus group-là en Outaouais qui amenait bien le point là, à l'effet que l'intervention individuelle devait se faire dans une optique de mobilisation. C'est-à-dire que déjà de voir ce point-là, entre autres, d'amener, et je vais l'amener un peu plus loin, là, comment qu'à un moment donné, la personne est une personne de besoin, mais il y a comme un saut qualitatif à faire que la personne est aussi un acteur, une actrice d'un milieu de développement. On est les deux. Alors, voyons de plus près cette intervention individuelle. Je nomme ici l'intervention individuelle tout en sachant qu'il faut faire attention. Là. Les services sociaux de la province de Québec offrent ce service-là, en tout cas pour offrir. Il y a des intervenants qui ont des caseloads, tout ça, et offrent des services à la population. Alors, on n'est pas dans le soutien communautaire individuel à ce moment-là. Je pense plus le soutien communautaire ici, sur son aspect individuel, plus dans une intervention de proximité. C'est des gens qui sont là, qui ne sont pas attitrés à des individus particuliers, mais qui sont accessibles et qui peuvent, dans des contextes souvent qui ne semblent pas d'intervention, mais dans des relations un peu normales, non stigmatisantes, amener des gens, les conseiller. On est plus dans une approche préventionnelle avant qu'il y ait de réels problèmes. Alors, et c'est une intervention, toujours individuelle, qui répond proactivement aux besoins de la personne. Alors, on va vers les gens. Alors, c'est un point important. Puis, on va vers les gens, pas nécessairement parce qu'ils ont des problèmes, parce que c'est dans cette capacité relationnelle-là de l'intervenant s'exprime de cette façon-là. Alors, réponse actuelle, développe les capacités reliantes de la personne, de l'amener à se relier aux autres. Je vais un peu plus vite, là. Je vois cette invention se fait aussi dans une... Alors, et il y a cette perspective de mobilisation-là, si sur le plan identitaire, on est tous des êtres de besoin, mais à un moment donné, d'aller de prendre la personne comme contributive à une action collective et à la constitution de milieux d'appartenance, d'identité d'appartenance, tout ça devient important. Sur le plan collectif, l'intervention en soutien communautaire, elle vise justement à créer des collectifs. Tu sais, j'écoutais une vidéo de Yann Le Bossé là, sur le pouvoir d'agir, tout ça, et il posait la question, il dit on dit vaut mieux apprendre à pêcher à quelqu'un que lui donner un poisson. Mais apprendre à pêcher, il
faut que tu te rendes un lac, il faut que tu aies un permis, il faut que tu aies un moteur. C'est super. Pour quelqu'un qui vit au Québec, aller pêcher, c'est super compliqué. Je veux dire, et il faut tout installer. Alors, pour participer, il faut qu'il y ait des endroits de libérer des espaces de participation. Et c'est l'action collective qui est capable de libérer ces espaces-là. Par contre, il faut qu'il y ait des individus qui participent à ces espaces-là, sinon les espaces n'existent pas. Et c'est pour ça que le lien devient intéressant. Peut-être pour donner un exemple, qu'on avait d'un focus group, à un moment donné, je voyais qu'une intervenante disait, ben, nous autres, on amène les locataires parfois à participer à des manifestations pour demander plus de logement social. Et lui, moi, je lui demandais, mais pourquoi amener les locataires dans des manifestations? Et là, elle me disait, parce que ces gens-là sont contents d'avoir accès à un logement qui a du bon sens. Et ils voudraient que d'autres gens qui n'ont pas accès à ce type de logement-là puissent y avoir droit. Alors, je trouvais que c'était excellent. Les personnes n'étaient pas dans la manifestation pour, je ne sais pas, demander plus de services dans le logement social, mais se comprenaient dans un dispositif plus large qui vise à faire en sorte que notre société se transforme et qu'on ne laisse pas des gens en plan sans service. Alors, merci, c'était mon point que je voulais amener. Merci beaucoup, Jacques. Alors, pour continuer sur le rapport entre le soutien plus individuel et le soutien collectif, nous avons un autre Jacques Laliberté, qui a 8 minutes aussi pour intervenir, et il va aussi utiliser un PowerPoint. Oui, alors, Jacques, il a un rôle quand même important, j'ai oublié de le signaler. Là. Il est détenteur d'un bac en service social pour les étudiants de Christian. Là, ça va allumer une corde. Il a notamment œuvré dans les groupes de ressources techniques en habitation. Alors, dans le secteur de la coopération internationale aussi, il a mené de l'aide pendant une quinzaine d'années. Depuis 1989, il occupe le poste de conseiller en intervention socio-communautaire au regroupement des offices d'habitation du Québec. Alors, voilà, donc, il est très impliqué avec les locataires là, dans les HLM, etc. Merci, Jacques, ça va? Oui, ça va. Tout le monde m'entend bien, oui? Oui, on vous entend. Très bien. Bon, bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. On m'a demandé d'intervenir au niveau de 2 dimensions. Donc, la première dimension que j'interviens, c'est celle sur l'articulation de l'intervention entre l'intervention individuelle et collective. Mais avant tout, j'aimerais faire une petite mise en contexte par rapport au réseau des offices d'habitation. Ce n'est pas tout le monde peut-être qui est familier avec l'habitation sociale et communautaire. Il y a diverses tenures d'habitation, les HLM, les OSBL d'habitation, les coopératives d'habitation. Donc, permettez-moi de prendre une petite minute là, pour faire un peu donner un bref coup d'œil sur le réseau des offices d'habitation. Les offices d'habitation, il faut savoir que ce sont des organismes des OBNL qui sont mandatés par la Société d'habitation du Québec pour gérer notamment les HLM. Donc, quelques points pour caractériser le réseau des offices d'habitation. Donc, le premier point, c'est au niveau du processus de regroupement des offices d'habitation qui a commencé il y a quelques années. On voit qu'au 31 décembre 2017, il y avait 538 offices d'habitation au Québec. Et au 1er janvier dernier, nous étions rendus à 158 offices d'habitation, donc une diminution du nombre d'offices sur le terrain, mais ce n'est pas une diminution du nombre d'immeubles HLM ou de résidences. C'est resté la même chose. Mais disons qu'en termes d'offices d'habitation, ça diminue de beaucoup, ce qui permet aux offices d'habitation maintenant d'avoir plus de services, de mieux répondre aux besoins des locataires, évidemment en théorie, parce qu'il y a toutes sortes de problèmes qui peuvent se poser, mais sinon, le processus avait été fait pour donner de meilleurs services
aux locataires en ayant des structures de gestion qui seraient à temps complet avec un peu plus de personnel. Bon, il y a 66 000 logements HLM publics, dont 35 500 dédiés pour des personnes aînées. Le réseau des offices, c'est également la gestion de 10 000 logements communautaires, de 8 000 ententes privées signées avec le marché locatif privé pour subventionner des logements, ce qu'on appelle le PSL, le programme de supplément au loyer. Le réseau des OH, c'est de venir en aide à plus de 150 000 personnes à faible revenu et ça implique également plus de 200 intervenants socio-communautaires en HLM qui offrent les services de soutien communautaire aux locataires. Voilà pour le bref rappel, pas le bref rappel, le bref coup d'œil. Si on peut passer, on revient à la deuxième dimension, l'articulation des pratiques de soutien communautaire individuel et collective. Si on peut passer à la prochaine. Voilà. Donc, vous voyez le titre en haut de soutien communautaire, c'est l'expression de la mission sociale des offices d'habitation. Pourquoi la mission sociale des offices d'habitation? Et pour faire le lien avec l'articulation entre l'intervention individuelle et collective, je vous propose de faire peut-être un petit retour dans le passé, disons une vingtaine d'années. C'est que tout à l'heure, il y a Robert Pilon et il y a Christian Giotté dans son introduction qui faisaient un peu là, le survol historique avec des dates importantes. Ben, moi aussi, je vais revenir avec la date de 2002. En 2002, le gouvernement du Québec a reconnu le pouvoir pour un office d'habitation de mettre en œuvre toute activité à caractère social et communautaire qui favoriserait le mieux-être de sa clientèle. C'était, somme toute, une des réponses à l'apparition de nouvelles problématiques qui étaient constatées depuis plusieurs années par les gestionnaires d'offices d'habitation, qui voyaient ainsi leur rôle évoluer de la gestion d'immeubles. Avant tout, les offices avaient été créés pour la gestion immobilière. Donc, les gestionnaires voyaient évoluer leur rôle de la gestion d'immeubles au soutien aux clientèles. Mais pour réfléchir et faire face à ces nouveaux problèmes, puis à la complexité des interventions qui étaient dues aux nouvelles problématiques rencontrées, 2 ans auparavant, avant 2002, donc à partir de 2000, il y a eu un comité de travail sur le développement social et l'action communautaire en HLM qui avait été mis en place en 2000 par la table, c'est quand même une structure importante qu'il faut nommer, par la table de concertation sur les HLM publics. Cette table-là est composée et est toujours active de représentants de la Société d'habitation du Québec, du regroupement des offices d'habitation du Québec, de l'Association des directeurs d'offices d'habitation du Québec et de la Fédération des locataires d'HLM du Québec. Ils ont créé finalement ce comité de travail en 2000, comité qui était composé de représentants de la SHQ, de représentants de 3 offices municipaux d'habitation et de représentants de la Fédération des locataires. Ce comité a réfléchi sur la mutation qui se passait dans le milieu HLM au niveau des problématiques des locataires et de comment répondre à ces nouveaux besoins. Donc, la réflexion a duré pendant 2 ans et qui a finalement abouti par un schéma que je vais vous présenter sur la prochaine diapo, un schéma qui illustre le cadre théorique d'intervention qui a été réfléchi, puis lequel se situe dans la logique, pas dans la logique, mais dans l'optique du développement social et de l'action communautaire. Comme vous le voyez, ce schéma ou modèle d'intervention est d'ailleurs, c'est un modèle qui est d'ailleurs proposé dans le guide de gestion du logement social de la Société d'habitation du Québec. Le guide du logement social, c'est un peu la Bible de gestion pour les offices d'habitation. Donc, le modèle comporte 3 pôles d'intervention.
l'approche communautaire, l'action personne et le partenariat intersectoriel. L'objectif général de ce modèle est de favoriser le développement social par le biais d'actions communautaires et sociales et ainsi d'assurer de l'exercice de la pérennité et de la citoyenneté des locataires d'HLM. Le schéma nous montre que les trois pôles d'intervention sont en interaction et induit que l'intervention pour les locataires est flexible pour s'adapter aux diverses situations et réalités qui commandent, selon les situations, une pratique d'intervention individuelle ou collective. Une chose à retenir, c'est que le résident de HLM ne doit pas être un citoyen à part, mais doit être un citoyen à part entière. Un peu, c'est l'objectif visé par ce schéma d'intervention qui est encore en vigueur aujourd'hui, se retrouve toujours dans le guide de gestion du logement social. Autre diapo. Je voudrais conclure, Jacques. Oui, je conclue avec l'autre. Merci. Non, excusez-moi. Oui, j'ai mis cette diapo-là simplement pour faire un rappel du cadre de référence ou de soutien communautaire en logement social, où en 2007, c'est un jalon important parce que le cadre est sorti. Bon, en plus de la responsabilité partagée pour une clientèle commune, en plus de la reconnaissance officielle du soutien communautaire en logement social, on voit que le cadre, en tout cas pour les offices, c'était devenu un outil de consolidation, de bonification, puis de développement de l'offre de soutien communautaire en HLM. Et quand on lit bien le cadre, c'est vrai que le cadre est un peu une grande salade de fruits parce que tout le monde peut se reconnaître dedans. Mais une chose est claire dans le cadre, c'est que ça participe un peu à ce qui avait été fait il y a 20 ans. On retrouve les mêmes éléments. Et d'autant plus que dans le cadre, c'est écrit à plusieurs endroits que l'intervention du soutien communautaire doit être souple, doit être flexible, doit s'adapter aux différentes réalités des locataires, aux différentes problématiques des locataires, aux différents besoins des locataires. Et pour ce faire, bon, il y a l'approche individuelle et il y a l'approche collective qui ne doivent pas être mises en opposition, mais qui doivent être mis en complément, qui doivent se compléter. Je finirai là-dessus. Jacques. Alors voilà, merci beaucoup pour toutes ces interventions. Maintenant, nous allons passer à la troisième dimension, au troisième volet, c'est les dynamiques partenariales. Et nous allons entendre Claire Grenier d'abord, qui est détentrice d'un doctorat en histoire des pratiques de santé au 18e siècle, mais je vous assure, elle ne va pas nous amener là. Elle est plutôt actuellement, elle travaille depuis 2017 à la Fédération des OSBL d'habitation de Montréal, la FOM, et c'est ce dont elle va nous entretenir. Et sur, par exemple, comment on travaille à l'amélioration de la qualité de vie des locataires grâce à l'action de soutien communautaire. Alors voilà, nous allons l'entendre pendant 8 minutes. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Claire. Voilà. Donc, oui, on m'a dit 8 minutes pour parler des enjeux des dynamiques partenariales. Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. En fait, donc déjà, comme ça a été dit, je travaille à la FOM, qui est donc le regroupement régional des OSBL d'habitation. Et comme on a un peu présenté les HLM à un moment, je vais quand même aussi vous parler un peu de ce que sont les OSBL d'habitation en vitesse. Les OSBL d'habitation sont des organismes autonomes. Chacun a son propre conseil d'administration et ce sont généralement donc de plus petites structures d'habitation que peuvent être les HLM, même si ça commence à se développer, à grossir à certains endroits. À Montréal, la FOM regroupe 250 OSBL qui recouvrent à peu près 18 000 logements. Puis à l'échelle du Québec, on compte 12 000 OSBL à peu près. Je n'ai pas le nombre de logements correspondants. Il
frais des maths. Il s'agit donc d'organismes autonomes au sens de l'action communautaire, c'est-à-dire que chacun est géré par son conseil d'administration et a l'autonomie de déterminer ses pratiques et ses actions. Et la manière dont ces organismes, qui au quotidien gèrent principalement les enjeux de l'habitation, d'avoir un bâtiment, de régler une hypothèque et de s'assurer que les gens vivent dedans de manière convenable. La partie soutien communautaire, c'est un petit peu ce à partir de quoi la dimension de transformation sociale qui anime le communautaire se traduit dans les habitations. Donc, comme vous avez pu le voir aussi avec la présentation au début de Christian Jeté, sur la FOM est impliquée depuis le début sur les enjeux de soutien communautaire, donc ça nous tient énormément à cœur. Et c'est donc quelque chose à travers lequel on a tout un historique sur le fait que ça s'est développé dans ces maisons HLM donc, avec lesquelles on a un contrat de gestion, ce qui rend le terrain des tenures de logement social encore plus compliqué. Mais c'est à partir de là qu'il y a toute une expertise sur l'intervention au logement social qui s'est développée à la FOM, à la fédération, et modèle d'intervention qui s'est développé à travers des publics particuliers, au sens où les OSBL d'habitation, en tout cas à Montréal, s'adressent principalement à la fois à des publics avec des besoins spécifiques, des personnes à risque d'itinérance, avec des troubles de santé mentale ou des victimes de violences, donc des gens avec des parcours de vie assez compliqués, et également du logement social pour aînés. On n'est pas tant sur de la population générale, on est vraiment sur des publics un peu plus sectorisés, donc sur lequel la question que soulevait tout à l'heure Monsieur Robert Pilon sur l'autonomie des locataires, c'est quelque chose qui est totalement visé par le soutien communautaire tel qu'il est défendu à la FOM, mais en partant de l'idée qu'il y a peut-être une marche supplémentaire à franchir vu les difficultés sociales supplémentaires que subissent les locataires. Et donc là, l'intervention de soutien communautaire est soutenue par une personne qui est un intervenant en soutien communautaire pour soutenir les activités. Donc voilà là-dessus, ce qui fait également que donc on a des revendications qu'on porte depuis longtemps, la principale étant sans grande originalité, le fait qu'il faut que ce soit financé dignement et décemment de manière à pouvoir faire cette partie de travail. Et j'ajouterais aussi sur toute la question des interventions individuelles et collectives, une des difficultés étant aussi le fait que, on peut parler des deux approches comme étant complémentaires, mais comme ça se situe dans une certaine réalité, on peut dire une réalité matérialiste, il y a un contexte dans lequel la question du choix, est-ce que je fais plutôt de l'intervention individuelle ou collective, va se poser. Et le contexte dans lequel on est, c'est quand même aussi celui d'un réseau de la santé et services sociaux qui est globalement épuisé, et qui donc, on a des intervenants en santé et services sociaux qui vont avoir, par exemple, qui vont être assignés à un suivi individuel de personnes. Il se trouve que ces personnes vivent en logement social. Le fait qu'il y ait du soutien communautaire peut donner envie vu la charge de travail, de se dire, c'est les personnes que je ne vais pas forcément m'occuper en priorité. Et donc, cette intervention individuelle, elle va se retrouver être assurée de fait par des intervenants en soutien communautaire qui du coup vont manquer du temps pour faire l'intervention collective. Et l'intervention collective, si elle n'est pas faite par le soutien communautaire, dans notre contexte, elle sera faite par personne. Le réseau de la santé est dans une logique qui est plus individuelle, ce qui est logique dans son organisation. On va avoir plein d'organismes communautaires qui vont avoir des programmes de coaching individualisé également, mais l'action collective, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est aussi ce qui permet la transformation sociale et l'action politique. Donc c'est pour ça qu'elle a besoin d'être particulièrement défendue. Sur là, on touche à la question du rapport entre la santé et l'habitation, qui est au cœur de la question du soutien communautaire, puisqu'il s'agit d'un modèle d'intervention au soutien communautaire qui joue en habitation, mais dont les modalités de financement relèvent du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et donc, quand on parle des dynamiques partenariales, il faut identifier l'ensemble des acteurs. Donc, on a d'abord ces deux acteurs institutionnels-là qui sont donc censés être dans une communication fluide et constante pour que les choses fonctionnent. Mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire fonctionner de manière fluide et constante deux institutions, c'est compliqué, auxquelles on doit ajouter la diversité des tenures. Donc, on a les OSBL, on a les HLM. À certains endroits du Québec, je sais que les coopératives sont aussi impliquées, je laisserai peut-être mon collègue en parler. À Montréal, ils ne sont pas trop dans le décor concernant le soutien communautaire. Et puis, il y a également le reste du communautaire qui va parfois être des groupes spécifiques en santé et services sociaux qui vont fournir des services de soutien communautaire dans des milieux d'habitation. Donc, on a un terrain
de potentialités partenariales extrêmement divers et compliqués, qui s'inscrit en plus dans un terrain où, comme on l'a dit, le soutien communautaire, il a un cadre, mais il n'a pas de programme de financement. Il relève de 2 ministères qui ne sont pas toujours dans les meilleurs, dont la communication n'est pas toujours d'une fluidité absolue, ce qui a permis, au fil des années, que les choses se déclinent de manière très, très différente d'une région à l'autre. Et voyant le temps qui court, j'en arrive à mes quelques exemples. Parce que j'ai demandé à mes collègues dans les autres régions comment ça se passait chez eux. Alors, j'ai notamment, en termes d'exemples, vous avez dans la région de Lanaudière, le financement du soutien communautaire est principalement géré par les MRC. Donc là, les groupes vont passer par des ententes avec des instances qui relèvent plutôt du municipal. C'est inattendu, je n'avais pas mis les MRC dans ma liste des partenaires, mais voyez, ils existent également. Vous avez dans la région des Laurentides, là, le soutien communautaire, l'argent arrive du ministère, arrive dans le CIS local et ne sort pas du CIS. Ce sont des organisateurs communautaires employés par le CIS qui vont donner des heures de soutien communautaire dans les organismes. C'est quelque chose qui existe. Il y a des débats sur est-ce que c'est quelque chose… Alors, à la fois, on trouve qu'on ne devrait pas fonctionner comme ça. D'autres communautés considèrent que ça fonctionne très, très bien. Mais un des reproches qu'on peut faire de notre côté, c'est le fait que puisque les organismes sont censés être autonomes et déterminer leurs pratiques, est-ce qu'on parle vraiment d'une pratique autonome quand le soutien communautaire est fourni par quelqu'un qui est un agent payé directement par le ministère de la Santé? Donc là, on est sur quelque chose qui peut poser aussi quelques petits enjeux. Et donc, le modèle qu'on défend, alors sans surprise, c'est le nôtre, mais on a des excuses pour ça, ça fait 30 ans qu'on travaille. Donc, on a un comité régional partenarial à Montréal, ce qui fait que quand il y a un financement de soutien communautaire qui arrive, je vais déborder de mon temps, il passe par ce comité. Ce comité, autour de la table, vous y avez des représentants de la ville de Montréal, responsables de l'habitation, une représentante du ministère de la Santé et Services sociaux qui est responsable du soutien communautaire pour l'île de Montréal et des acteurs de l'habitation, donc la FOM pour les OSBL, quelqu'un pour l'Office municipal d'habitation de Montréal, une représentante du regroupement des organismes communautaires non habitation mais qui peuvent fournir du soutien communautaire et également les représentants du regroupement Itinérance de Montréal. Donc ça, ce sont les gens qui, lorsqu'un financement va arriver, vont analyser et définir les balises à travers lesquelles, par appel de projet, le financement de soutien communautaire va être distribué. Par la suite, oui, c'est tout à fait ma conclusion. Par la suite, quand le financement, quand les appels à projets, quand les projets vont être déposés, vous allez avoir en plus autour de la table un représentant des regroupements communautaires par public, c'est-à-dire que assez souvent, si c'est pour une enveloppe qui a été taguée santé mentale, vous allez avoir le regroupement des organismes en santé mentale qui va être autour de la table aussi pour donner un avis. Donc, on a un fonctionnement plutôt partenarial qui permet, surtout par appel à projet, donc qui est a priori celui qui permet un peu de transparence et qui était recommandé par le cadre de 2007 et dans les travaux du cadre, c'est quelque chose qui devrait être poussé un petit peu plus loin. Je laisse la parole et on me dit que j'ai écrit quelque chose dans les Laurentides. J'ai dit quelque chose qui n'était pas tout à fait juste dans les Laurentides. Voilà. Oh. À la période de change, peut-être qu'on pourra revenir là-dessus. Alors, merci beaucoup, Claire. Christian Jeté va réagir et ensuite Robert Pilon. Ils ont déjà été présentés. La parole est à Christian. 4 minutes chacun. Oui, bon, mais merci, Jacques. Ben, écoutez, je vais peut-être un petit peu de pouce sur ce que vient de dire Claire Garnier. Tantôt, vous peut-être vous rappeler dans ma présentation, je parlais que dans la recherche, on avait trouvé, on avait identifié 3 modes, je dirais, d'application du cadre de référence là, sur les territoires au Québec. Là. Un mode qu'on appelait plus hiérarchique, un mode plus administratif et un mode plus partenarial. Alors, évidemment, dans les dynamiques partenariales, là, pour nous, le modèle le plus intéressant, c'est le modèle plus partenarial. Hein. Dans ce modèle-là, par exemple, le financement de la pratique, la répartition des sommes, là, ben, elle se fait à partir d'un comité intersectoriel, un peu comme le disait Claire Garnier, là, avec un pouvoir décisionnel hein, pour faire la répartition des sommes. Ce qui n'était pas le cas partout. Hein. Dans d'autres régions, c'était vraiment uniquement le ministère, soit l'agence ou les personnes du secteur public qui décidaient où allait l'argent. Dans certains cas, on a même vu qu'une bonne partie de l'argent s'en allait, par exemple, pour financer du soutien à domicile, ce qui n'était pas du tout du soutien communautaire en logement social. Donc, on avait toutes sortes de pratiques là, qui pouvaient être, auxquelles on pouvait s'attendre.
Dans le modèle administratif, par ailleurs, là, c'est un comité aussi intersectoriel qui avait un pouvoir d'influence, mais qui n'était pas nécessairement décisionnel. Hein. Donc, on voit qu'il y a un degré entre du mode hiérarchique au mode partenarial là, qui est différent dans je dirais, le pouvoir qu'ont les personnes sur la répartition des sommes. Sur la question, par exemple, de la concertation aussi, hein, dans le modèle hiérarchique, c'était uniquement de la consultation. On consultait les acteurs, mais il n'y avait aucune garantie qu'on était pour tenir compte de leurs opinions. Hein. Dans le modèle administratif, ben là, il y avait de la concertation, mais elle était plus ponctuelle. Alors que dans le mode partenarial, la concertation était vraiment régulière et systématique et les acteurs intersectoriels se rencontraient là, de manière périodique. Sur la question du respect de la pratique comme telle, encore, c'est la même chose, alors que dans le mode partenarial, on restait fidèle là, au cadre de référence, mais en plus, on l'adaptait à la réalité du territoire. Ça veut dire, dans certains territoires, hein, une partie des personnes qui sont touchées, ça peut être les personnes à risque d'itinérance en majorité. Dans d'autres cas, ça va être des personnes âgées. Dans d'autres régions, il peut y avoir, ou des sous-régions, ça peut être aussi santé mentale. Bref, il y a dans des régions où il y a une capacité aussi de s'adapter à la réalité du terrain. Mais de manière générale, ce que j'aurais envie de dire, là, parce que j'ai 4 minutes, je n'ai pas un temps énorme là-dessus. Il m'en reste combien? Je ne vois pas, Jacques, le chronomètre. Il te reste 1 minute 20. 1 minute, bon, c'est ça. Écoutez, pour finir, là, pour dire, là, je pense que c'est une question, hein, la dynamique partenariale, c'est une question de démocratie participative. Hein. Et à l'heure actuelle, je dirais que cette démocratie participative-là, ce que ça veut dire, c'est que d'abord qu'il y a un respect pour la reconnaissance des expertises de chacun et chacune, hein, incluant les locataires, ce qui m'apparaît absolument essentiel. Hein. Et le mot à la mode par les temps qui courent pour cette dynamique partenariale-là, c'est vraiment la question de la co-construction. Hein. Co-construction, ça veut dire, c'est qu'il y a un ensemble d'acteurs qui sont concernés, par exemple, par le logement social avec le soutien communautaire ici, qui participent à l'élaboration, la mise en œuvre et à l'évaluation des pratiques comme telles. Et tout ça, ça veut dire qu'en quelque part, il faut avoir des lieux, justement, où on va être capable de discuter, qu'on va être capable de délibérer, hein, et des lieux aussi où on va être capable de reconnaître que tous les acteurs n'ont pas le même pouvoir. Hein. Si on va être capable de tenir compte, je dirais, de la voix des locataires, ben, il faut y penser, puis il faut l'organiser, parce que ce n'est peut-être pas toujours des gens qui ont l'habitude de prendre la parole, de se mobiliser collectivement. Hein. Ça prend peut-être des intervenants aussi qui vont faire l'objet de liaisons quelquefois aussi, hein, entre le discours, je dirais, puis le vocabulaire technocratique auquel on peut faire face au ministère de la Santé et Services sociaux versus le langage et le vocabulaire utilisé par les intervenants terrain ou par les locataires. Bref, merci, Christian. Une question de démocratie et de reconnaissance de l'expertise de chacun qui m'apparaît fondamentale pour avoir véritablement des dynamiques partenariales. Voilà. Merci, Christian. Alors, bien, nous allons passer à Robert Pilon, hein, qui va réagir aussi. Oui, réagir, puis peut-être aussi essayer de finir ce que j'avais commencé tantôt en 5 minutes. Mais écoutez, moi, c'est sûr que je trouve très intéressant tout ce qui s'est dit, mais j'aimerais revenir peut-être sur des choses un petit peu plus concrètes, donner quelques exemples. Moi, personnellement, je connais plusieurs intervenants communautaires, pas une tonne, mais quand même un nombre important, qui ont perdu leur emploi dans les 10 dernières années parce qu'ils avaient commis l'erreur de trop supporter l'action collective des résidents. Et généralement, ces gens-là, je ne donnerai pas évidemment de lieu pour ne pas blesser personne, mais par exemple, des gens qui étaient à l'emploi de centres d'action bénévole, qui ont vu le centre d'action bénévole perdre la subvention au profit d'un office municipal qui trouvait l'intervenant gênant parce que l'intervenant était carrément derrière les locataires et les aidait dans leur démarche d'émancipation et de reconnaissance. Et il y a comme ça des intervenants qui ont été barrés par certains offices qui étaient, à mon avis, réactionnaires dans leurs orientations. Ce n'est pas la majorité, hein, c'est un petit nombre, mais il y a des intervenants qui ont perdu leur emploi. J'ai vu aussi des locataires, puis là, je le nomme, à Mont-Laurier, des locataires allaient assiéger le 6 pour défendre leurs intervenants parce que l'Office voulait congédier leurs intervenants qui étaient trop pro-locataires et les locataires sont allés en haut et ont obtenu de sauver leurs intervenants communautaires. Donc, pourquoi je dis ça? C'est que pour moi, il y a un vrai enjeu à savoir, dépendamment de qui est ton patron, qui signe ton chèque de paye, c'est quoi la longueur de corde que tu as
pour vraiment supporter l'action collective des citoyens, ou si tu n'es pas plutôt obligé de plutôt te rabattre sur le soutien individuel aux mauvais locataires en difficulté parce que c'est ce que ton employeur souhaite. C'est un vrai débat. Et moi, je connais beaucoup d'intervenants communautaires et beaucoup d'associations qui souhaiteraient que ce débat-là soit plus développé pour que, soyons clairs, nous on pense que si les offices ont les sous pour engager des intervenants communautaires, c'est important que le mandat de ceux-ci, au niveau du soutien justement à l'action collective, soit clairement nommé, clairement identifié pour qu'il puisse y avoir, vous savez, le lien de confiance. En organisation communautaire, vous connaissez ça, quand on travaille avec des citoyens, il faut avoir un lien de confiance. Notre loyauté, elle est envers la démarche qu'on mène avec les citoyens. Et on ne peut pas se sentir entre l'arbre et l'écorce continuellement et avoir peur de déplaire à son employeur. Ou pire, déplaire à ses collègues. Dans un office d'habitation, on a des collègues à l'entretien, à la location. Et si on est trop dans une démarche d'appui aux citoyens, on peut être mal vu de nos collègues aussi. Donc, c'est malaisé. Puis je pense qu'il y a des améliorations à apporter au niveau de la reconnaissance et de l'autonomie. Je m'excuse pour le téléphone qui sonnait. C'est très désagréable, je m'en excuse. Dernier point peut-être positif. C'est positif hein, parce qu'on apprend depuis 10 ans, puis je pense qu'il se fait des choses extrêmement formidables en support aux citoyens, particulièrement dans les HLM. Je pêche pour ma paroisse, là, dans les autres domaines aussi. Puis grâce au soutien communautaire. Dans le nouveau cadre qui doit sortir dans les prochains mois, il y a 2 notions qui ont été ramenées. Celle d'avoir vraiment l'obligation dans chaque CIS d'avoir une table de partenaires pour débattre non seulement de l'attribution des fonds, mais des orientations pour le travail. Actuellement, ce n'est pas une obligation d'avoir ces tables-là de partenaires. Ça va en devenir une et on sait plusieurs des groupes ici, on s'est battu pour ça. Puis l'autre élément nouveau, c'est qu'il va aussi y avoir une obligation d'avoir des citoyens. Donc, des citoyens ou des bénéficiaires, ça dépend comment on les voit, là, mais dans notre cas, on est très heureux de pouvoir dire qu'il y a des locataires de HLM qui vont être présents sur ces tables-là, justement pour discuter de quelles sont les orientations les plus profitables, les plus structurantes. Puis ça, je pense aussi, c'est des nouveaux espaces démocratiques qu'il va falloir bien apprendre à occuper. Alors, voilà. Alors, nous allons passer, je roule toujours assez vite parce que le temps passe, nous allons passer à la 4e dimension sur l'importance de la reconnaissance des pratiques de soutien communautaire en logement social et communautaire. Dans le fond, il en a déjà été question à travers les présentations qui ont précédé, mais peut-être que ça va être une bonne occasion de faire le point là-dessus. Alors, à ce sujet-là, nous allons entendre d'abord Jacques Laliberté pendant 8 minutes, ensuite Claire Garnier pendant 5 minutes et Raphaël Derry que je vais présenter à ce moment-là pendant 5 minutes. Alors, ça va, Jacques Laliberté? Tout est prêt? En ouvrant mon micro, ça va très bien, oui. Merci. Oui, bon, écoutez, pour la 4e dimension, évidemment, la présentation du début en introduction que Christian Jeté a fait sur le processus de reconnaissance m'a enlevé beaucoup de travail parce qu'il a présenté beaucoup de jalons en faisant son survol historique par rapport à la reconnaissance du soutien ou des pratiques de soutien communautaire. Et moi, l'angle que je veux développer, ce serait plus d'essayer d'identifier des initiatives ou des moyens qui sont encore en vigueur, qui contribuent à la reconnaissance des pratiques de soutien communautaire. Je l'ai fait au niveau de 2 plans, au plan national et au plan régional. Vous verrez que je prêche pour ma paroisse, là, pour les offices d'habitation et les HLM, parce que c'est ce que je connais le plus. Donc, sans plus tarder, au niveau national, qu'est-ce qui contribue? Il contribue encore, contribue depuis et encore au niveau des pratiques. Bon, je parlerai déjà d'entrée de jeu de la rencontre des intervenants socio-communautaires en HLM, qui est un peu le colloque que se donnent les intervenants socio-communautaires en HLM depuis 2004.
qui est un événement qui se passe sur 2 jours, avec des conférences, avec des discussions en sous-groupe par rapport aux pratiques, par rapport aux enjeux des pratiques. Il y a des apprentissages, il y a des conférenciers qui viennent, il y a des formations qui se donnent pendant les 2 journées. Ça permet aux intervenants qui viennent de partout sur le territoire du Québec, qui interviennent en milieu HLM et aussi souvent en milieu OBNL avec les projets Excelogie, de se voir, de partager un peu leur expérience, de partager leur pratique et de réfléchir ensemble à ce qui serait de mieux par rapport à des problématiques ou des thématiques déterminées. Donc, cette première initiative-là que je voulais soulever, la RIS, en abrégé, hein, la RIS rassemble environ une centaine d'intervenants à chacun des rendez-vous annuels. Le deuxième moyen qui permet ou contribue à la reconnaissance des pratiques, c'est le bulletin Mobilise-toi et la revue, dans une moindre mesure, la revue Quadrilatère. Ce sont 2 publications du ROC. En particulier, le bulletin Mobilise-toi, qui est le bulletin de liaison des intervenants socio-communautaires à HLM, qui existe depuis plusieurs années, depuis environ 2006-2007, qui sort 4 fois par année. C'est un bulletin qui est dédié aux intervenants socio-communautaires, mais qui est envoyé à d'autres personnes, qui est envoyé aux gens du réseau de la santé des services sociaux, au réseau de la Société d'habitation du Québec, à tous les directeurs, directrices d'office d'habitation et à tous les intervenants qui sont sur la liste de diffusion. Et c'est un bulletin qui est exclusivement alimenté par les intervenants socio-communautaires qui envoient des articles par rapport à leurs pratiques, par rapport à des nouvelles de leur milieu, et ça permet de diffuser des bonnes pratiques dans le réseau. La revue Quadrilatère, c'est le même principe, et dans la revue Quadrilatère du ROC, il y a également une section qui est réservée aux socio-communautaires ou des articles sur des bonnes pratiques des intervenants au niveau du secteur communautaire peuvent être diffusés, publiés. Une autre initiative qui contribue à la reconnaissance des pratiques du secteur communautaire, c'est, j'ai pensé tout à l'heure, j'allais rajouter finalement, en fin de compte, sur le diapo, c'est la mesure de financement IDEM. IDEM veut dire Initiative de développement durable d'entraide et de mobilisation. C'est un programme, une mesure de financement financée par la SHQ, mais c'est une mesure qui a été préparée, qui a été élaborée par le regroupement des offices d'habitation du Québec et la Fédération des locataires d'HLM du Québec en 2011. Ça permet aux associations de locataires d'HLM et aux offices d'habitation, sur la base d'un appel de projet annuel, de proposer des projets d'action collective ponctuelle qui se réalisent à l'intérieur d'une année. Ils peuvent aller chercher jusqu'à un maximum de 15 000 $ pour leur projet, leur initiative. Donc, il y a beaucoup d'associations de locataires qui mettent en œuvre des projets qu'ils ont élaborés, qu'ils ont conçus ensemble, et ça fait une belle reconnaissance des pratiques, ça fait une belle reconnaissance de ce qui se passe en milieu HLM au niveau des associations de locataires et des offices d'habitation qui réalisent ces projets-là pour le bénéfice des locataires. Une autre initiative, toujours par le ROC, c'est la table des gestionnaires socio-communautaires HLM qui existe depuis 2008. Et cette table-là rassemble les responsables des services communautaires, des offices d'habitation, ce qu'on appelle les 1000 unités et plus, les 1000 logements et plus, les gros offices, les offices de grande taille, qui peuvent se permettre d'avoir des services communautaires ou des services de gestion des milieux de vie. Donc, cette table-là se rencontre 3 fois par année. Donc, les représentants des services communautaires, c'est environ une douzaine d'offices d'habitation
C'est une table de partage, c'est une table qui permet aux gens d'échanger sur différentes problématiques vécues dans les offices d'habitation, essayer de trouver des solutions communes à ces problématiques-là. Et ça participe à la reconnaissance des bonnes pratiques de soutien communautaire. Un exemple très concret, très rapidement, l'une des dernières tables cette année, vous savez, en contexte de COVID-19, il y a un office d'habitation qui avait démarré, qui avait proposé à la SHQ, qui avait été accepté, un projet, ce qu'on appelle un projet d'intervenant COVID. Donc, un intervenant socio-communautaire qui est dédié à la COVID, de faire la liaison avec la direction de santé publique, de visiter l'ensemble des HLM pour voir comment ça se passe au niveau de la COVID, de faire de la sensibilisation pour les locataires pour les mesures sanitaires et tout. Et d'office avait présenté, le responsable du soutien communautaire avait présenté cette initiative-là lors de la table des gestionnaires. La table des gestionnaires a demandé d'avoir une copie du projet pilote. Ils se sont partagés ça. D'autres offices ont démarré la même chose en demandant l'autorisation des SHQ. Voyant cela, on a dit que ça serait injuste que d'autres offices dans tout le réseau ne pourraient pas participer à ça. Finalement, c'est la SHQ a autorisé, ils ont envoyé un communiqué à cet effet, ils ont autorisé à l'ensemble des offices d'habitation pour les HLM publics et les HLM privés également gérés par les OBNL et les coops d'habitation de pouvoir faire le même type de projet qui sera financé par la SHQ, donc d'avoir un agent, un intervenant COVID dans leur milieu de vie pour appuyer les mesures sanitaires et la sensibilisation auprès des locataires. Donc, c'est un petit exemple que je donne qui permet ça part d'un office, ça s'en vient à la table des gestionnaires et par la suite, ça percole plus loin et ça s'en va jusqu'au niveau de la SHQ qui en fait une directive un peu nationale par rapport à ça. Un autre élément qui participe à la reconnaissance des pratiques, c'est le projet de recherche ROC-UCO, Université du Québec en Outaouais, sur les rôles, profils et pratiques des intervenants socio-communautaires HLM. C'est un projet qui a démarré il y a 2 ans, qui n'est pas encore fini. Il y a eu la problématique de la COVID qui s'est posée et il y a aussi la non-disponibilité du chercheur principal depuis un certain temps qui a mis comme un frein au projet. Mais la phase de collecte de données est finalisée. Il s'agit de finir le traitement, l'analyse des données pour pouvoir produire le rapport qui, on l'espère, devrait être produit, publié pour le printemps prochain. Au niveau régional, il me reste combien de temps? Je ne sais pas, je n'ai pas d'écran devant moi. Alors, le temps est terminé. Le temps est écoulé. OK, 30 secondes, si vous le permettez, rapidement. Bouclez ça, oui. Au niveau régional, ça s'exprime dans la concertation régionale et des communautés de pratique qui peuvent exister. J'en ai identifié certaines, j'en ai sûrement oublié. CRI 02, le comité régional des intervenants socio-communautaires du Saguenay, Lac-Saint-Jean, à la région 02. Les Girls, c'est le groupe des intervenantes de la région de la Naudière-Sud qui existe dans la Naudière. Je ne sais pas si les Girls existent encore, mais finalement, c'était un comité qui était actif, c'était une communauté de pratique qui était très active au niveau de la reconnaissance de leurs pratiques entre eux autres et des échanges. On l'a parlé tout à l'heure, c'est pas le bon nom, mais la table de concertation de Montréal sur le soutien communautaire à la logement social qui rassemble l'ensemble des partenaires pour déterminer un peu où va aller l'argent et tout. Le comité des partenaires régionaux en soutien communautaire, logement social et communautaire de Chaudière-Appalaches, qui rassemble des partenaires vraiment intersectoriels de l'emploi, de l'éducation, de l'immigration, de l'habitation sociale et communautaire. Les 3 tenures sont ensemble également, c'est de l'intertenure. C'est un comité qui fonctionne très, très bien, qui fait de grandes choses. Pour la reconnaissance des pratiques de soutien communautaire. Il n'y a pas longtemps, il y a eu la mise en place, ce n'est pas tablé, mais c'est plutôt la table de concertation sur le soutien communautaire à la logement social de la capitale nationale. C'est tout nouveau. Encore une fois, c'est une table qui est intertenue. Donc, ça va très bien pour la reconnaissance des pratiques quand c'est d'intertenure aussi. Je m'arrêterai là-dessus parce que j'en ai sûrement oublié dans la Montérégie et tout. Il faut conclure, Jacques. Merci. J'ai conclu. Alors,
Voilà, merci beaucoup. Et Claire Garnier va réagir toujours sur ces questions-là. Merci, Claire. Oui, réagir, ou en tout cas vous présenter aussi ce qui se fait au niveau des reconnaissances au milieu des OSBL. Donc, c'est ça. De notre côté, je n'ai pas un détail aussi précis que Jacques sur l'ensemble des activités, mais en gros, ce qui se fait au milieu des OSBL d'habitation, ce qu'on avait identifié comme besoin, c'était que les intervenants en soutien communautaire sont souvent isolés, puisque les OSBL étant des plus petites structures, ils ont rarement un autre collègue intervenant. Donc, ça crée une pratique qui n'est pas non plus issu d'une formation universitaire, enfin, il n'y a pas un diplôme spécifique d'intervenant en soutien communautaire en logement social. Donc, les gens arrivent avec des bagages très différents, puisque, grosso modo, dans nos rencontres, on a à la fois des gens qui sortent de travail social et des gens qui sortent d'animation socioculturelle, de théâtre ou de sociologie. Donc, ça crée un groupe de professionnels assez variés, qui, en plus, opèrent de manière assez isolée dans leur organisme. Donc, ce qu'on a essayé de mettre en place au niveau de la fédération, ce qu'on a mis en place à la fédération, on appelle ça espace intervenant. Donc, nous, on a des moments de formation pour les intervenants. On a fait un petit sondage pour demander quels étaient les besoins qu'ils identifiaient. Et on voit ça aussi comme des moments d'échange, sorte d'essayer de créer une communauté, à défaut d'une communauté de pratique, déjà une communauté un peu de personnes. L'idéal serait effectivement de monter structurellement une communauté de pratique, mais ça demanderait des ressources un peu supplémentaires. On y travaillera. On a également ajouté beaucoup cette année des échanges de pratiques, des réunions Zoom pour savoir comment ça se passait chez eux, ce qui donne lieu à des choses intéressantes en termes d'échanges, de techniques et de fonctionnement de leur intervention dans les différentes structures. Donc, comme je disais, on a une grande diversité de parcours et on a quand même aussi fini par identifier un besoin d'une sorte de formation de base qui permettrait aux gens qui arrivent d'avoir les éléments avec lesquels travailler ou les orientations dans lesquelles aussi travailler, puisque la définition du cadre, on l'a lu, c'est un paragraphe peut-être un peu léger comme élément sur lequel asseoir un travail au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours de travail également au sein du réseau ressources formation, qui est quelque chose qui existe au sein de notre regroupement national. Donc le RQOH regroupe les différentes fédérations d'OSBL d'habitation. On a à peu près tous maintenant quelqu'un qui est délégué aux enjeux de formation dans chacune des fédérations. Et donc, on travaille ensemble à essayer d'élaborer quelque chose, un programme un peu de formation, qui ne serait pas une formation universitaire, qui relèverait vraiment du milieu professionnel, mais qui permettrait aux gens, aux intervenants en soutien communautaire, d'avoir accès à des éléments et à des structures sur une formation soutien communautaire 101, pour l'instant, c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est donc en cours de travail de notre côté, de manière à assurer une sorte de base sur les pratiques de soutien communautaire. Et on travaille ça donc entre les différentes régions. Et comme on l'a dit, les pratiques entre les différentes régions sont assez différentes. Donc, on essaye de faire en sorte d'avoir quelque chose qui assurerait quelque chose qui puisse couvrir à tous et surtout qui aussi permettrait de travailler à la reconnaissance aussi de la pratique. Et puis au risque de me répéter, un élément aussi de travailler la reconnaissance de la pratique, c'est de continuer à revendiquer que ce soit financé parce que, comment dire, le cadre de référence, c'est un peu une reconnaissance théorique. On reconnaît que la pratique était efficace, on reconnaît qu'elle doit exister, mais tant qu'on n'attache pas vraiment un programme de financement pour qu'elle puisse arriver, c'est un droit qui est très théorique. Donc, c'est aussi là-dessus qu'une bonne partie des actions sont mises en place. Et par ailleurs, j'ai principalement parlé de ce qui se faisait à Montréal parce que c'était un dia montréalais. Mais je sais que la fédération en Outaouais, qui s'appelle l'Euroscope, à une table de concertation des intervenants et que des structures de ce type sont développées à différents endroits. Donc, on essaye à différents endroits de mettre en place des éléments pour que les intervenants échangent, se parlent et que les pratiques se construisent aussi de cette manière-là. Et c'est ce qu'on essaye de faire remonter dans l'idée de concevoir justement une formation. Ce que je trouve intéressant aussi avec ce que Jacques a signalé sur ce qui existe dans les HLM, c'est que peut-être à un moment, quand on aura peut-être un peu plus avancé de notre côté à ce niveau-là, on pourra mettre des choses en commun pour voir jusqu'où ces deux pratiques, qu'est-ce qui, dans ces deux pratiques, dans des contextes un peu différents, arrive à poursuivre des objectifs similaires. Voilà. C'est mes 30 secondes de tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Claire. Alors, nous allons passer à notre dernier intervenant, Raphaël Derry. Je le salue particulièrement. Je suis bien content d'avoir quelqu'un de l'Outaouais qui va intervenir.
et surtout du milieu coopératif, parce que jusqu'à maintenant, on ne peut parler de ce milieu-là, de cette tenure-là. Et Raphaël, il est directeur général de la Fédération intercoopérative des habitations de l'Outaouais, qui est une relativement nouvelle fédération. Et puis, il est aussi directeur général de Loge Action Outaouais, qui est un groupe de ressources techniques. Comme avocat aussi, ben, il plaide pour les droits et puis il est membre du barreau. Alors, ça va, Raphaël? On vous écoute. Alors, en fait, j'avais envie de commencer l'intervention. J'ai eu l'idée de pouvoir partager l'écran, mais là, je réalise que je ne peux pas le faire à titre de participant. J'y ai pensé juste pendant la présentation. C'est pas grave. Ce que j'aurais aimé vous partager, en fait, c'est la prémisse de base du mouvement coopératif. Donc, quand on fonde une coopérative, qu'est-ce qu'on a derrière la tête? C'est quoi qui nous motive à faire ça? Essentiellement, au 19e siècle, on part d'une coopérative parce qu'on a une observation critique sur ce qui se passe dans notre société. Au 19e siècle, il y avait des injustices, il y avait donc des dérives dans l'industrialisation, puis les marges bénéficiaires des propriétaires industriels, on allait les chercher sur le dos de la main-d'œuvre puis des employés, des salariés. Donc, c'est la naissance des mouvements syndicaux, mais c'est aussi la naissance du mouvement coopératif. Donc, on fait une observation critique de ce qui se passe dans notre société, puis on essaie de trouver des solutions à travers la gestion d'une entreprise. Donc, Alphonse Desjardins observait qu'il ne pouvait pas on ne pouvait pas emprunter d'argent, on ne pouvait pas avoir du crédit. Donc, on a eu la naissance du mouvement des caisses populaires avec Alphonse Desjardins au début du 20e siècle. Dans l'habitation, même principe. Dans les années 70, il y a eu une vague en Outaouais d'expropriation dans le centre-ville de Hull. Et il y avait beaucoup d'organisations qui manifestaient contre ces expropriations-là. On a élargi des routes là, de 2 voies jusqu'à 7 voies. On a construit de gros édifices fédéraux en plein cœur du centre-ville. Des milliers de personnes ont perdu leur ménage. Et plutôt que de... Alors, il y a eu des manifestations puis de l'opposition, mais il y a eu aussi la création d'une alternative qui était la coopérative d'habitation Reboul, dont l'objectif était non seulement de contrecarrer ou essayer de contrecarrer les expropriations puis la spéculation qui accompagnait ces expropriations-là, mais c'était aussi de créer du logement abordable puis d'organiser cette création de logements abordables-là. Alors, toutes nos coopératives d'habitation partent avec cette idée de prise en charge. Donc, on ne subit pas une situation ou un problème, on veut agir sur le problème. Et on a des principes coopératifs là, qui ont été inscrits dans une déclaration en 1895. Ça a été réitéré en 1995, donc ce n'est pas un jeune mouvement. Et ces principes coopératifs-là sont des guides pour nos coopérateurs. Donc, dans une petite coop de 6 unités de logement à Fort-Coulonge, dans le Pontiac, en Outaouais, comme dans les grandes coopératives d'habitation comme Cloverdale à Pierrefonds, on a cette perspective qu'on veut faire en sorte que nos locataires, nos membres participent à la prise en charge, aient le pouvoir démocratique sur le conseil d'administration. Ce sont les locataires qui siègent. Toutes nos coops, là, ce sont les locataires qui sont les administrateurs de la coopérative. Donc, ça pose parfois une forme de conflit d'intérêts qui est autorisé dans la loi sur les coopératives avec l'article 106 de la loi, mais en gros, ce que ça dit, c'est que quand on est locataire de la coopérative, bien évidemment, on veut avoir le plus bas prix possible avec la meilleure qualité possible, mais quand on agit comme administrateur de la coopérative, bien, on sait qu'on doit agir de manière responsable et augmenter les loyers de manière responsable aussi pour s'assurer d'avoir le meilleur entretien possible. Alors, on a des belles valeurs, des beaux principes, mais en bout de piste, si nos administrateurs n'ont pas d'accompagnement pour réaliser ça, bien, ces beaux principes-là et ces belles valeurs-là finissent par s'effilocher dans le temps. Puis on est dans une société très individualiste, puis les coopératives luttent contre ça, puis toute l'habitation communautaire lutte contre ça aussi. Alors, nous, on est là à la Fédération intercoopérative en habitation d'Outaouais, puis chaque fédération régionale de coop d'habitation, on est là pour soutenir les coopératives dans l'application de ces valeurs-là puis de ces principes-là.
Et un des principes, c'est aussi le soutien au développement de la communauté. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que nos coopératives sont appelées à être des citoyens. Donc, chaque membre est appelé à participer à la prise en charge de sa coopérative, mais chaque coopérative est aussi appelée à être un agent de développement de sa communauté dans son quartier. Puis ça, c'est puissant comme outil d'empowerment parce que là, on a l'impression de bien faire notre travail pour ce qui est de la gestion immobilière de notre coopérative puis des immeubles, mais en plus, on a l'impression de participer au développement de notre communauté. Alors, qui s'occupe du soutien? Est-ce qu'on a des enveloppes budgétaires chez nous? Pantoute, nous autres, on fait ça à travers le soutien à la mission globale que la Société d'habitation du Québec nous donne. Mais honnêtement, moi, je ne suis pas intervenant communautaire. J'ai la chance d'avoir un guide en la personne qui est mon frère, qui participe d'ailleurs à la séance. Merci beaucoup et salut Nicolas, qui est travailleur social. Mais sinon, hormis lui, là, je suis directeur général d'une petite fédération et je fais de l'intervenance, je fais de l'intervention communautaire. J'ai aussi ma collègue Estelle qui est conseillère à la coopération. On n'est pas des travailleurs sociaux, mais on accompagne à la fois en gestion immobilière, en gestion financière, en conseil juridique. Et c'est énormément de travail. Et là, ce que je réalise avec tout ce que vous me dites, c'est qu'on devrait peut-être aller cogner à la porte du CIS de l'Outaouais pour aller chercher un peu d'aide parce qu'on a besoin d'intervenants communautaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raphaël. Donc, cela termine la ronde des interventions à ce sujet-là. C'était très riche et instructif. J'ai comme tâche de faire une petite synthèse. Je vais m'essayer et tout en soulevant quelques questions. Et comme on n'a pas de pause, il faut que je le fasse comme à chaud. Hein? Alors, bon, je vais essayer de m'en tenir à peu près 5 minutes et ensuite ouvrir peut-être un échange de questions, un échange aussi de considérations et de points de vue avec le large public et aussi entre les intervenants. Alors, bon, si on prend la question générale, c'est qu'on voit bien qu'il y a des besoins énormes sur le plan du logement. À partir de l'idée, par exemple, d'avoir un toit pour se protéger, jusqu'à l'idée d'exercer une pleine citoyenneté. Alors, il a une marge très grande parce que le logement où s'exerce le soutien communautaire, c'est du logement subventionné en général. Et là, ça a évolué beaucoup avec le temps. Ça a pris différentes colorations en quelque sorte. Et par exemple, l'invention du soutien communautaire était faite plutôt dans le milieu des OSBL, hein, d'habitation, hein, cette forme d'intervention auprès des personnes itinérantes ou très poquées en quelque sorte. Et on voit maintenant avec le temps que la présence des aînés prend de la place de plus en plus. Et on pouvait penser que c'était surtout dans les HLM, mais voici que dans les coopératives aussi, les populations prennent de l'âge. Et dans les OSBL, il y a plusieurs OSBL qui, depuis longtemps, ont développé du logement pour les personnes aînées. Alors, et arrive avec tout ça, et la recherche, dans le cas, s'est ouverte au moment où la pandémie se déclarait, donc qui exacerbe en quelque sorte les questions autour de ça. Par exemple, la grande problématique des aînés, mais de l'itinérance aussi. Alors, ça vient colorer en quelque sorte la question et la rendre encore plus vive. Alors, pendant les échanges aussi, il y a eu la grande question de le soutien individuel, hein, l'intervention de type individuel par rapport à l'intervention de type collective. Et il apparaît que pour passer à une intervention de type plus collective, il y a différentes formes de résistance. D'abord, les intervenants ont plus ou moins de temps. Ils doivent éteindre un peu continuellement des feux ou des problèmes auprès des individus qui ont différentes problématiques de vie. Et aussi, des fois, il y a des résistances institutionnelles qui ont été relevées. Par exemple, on a peut-être peur que s'il y a une trop grande participation de locataires ou des individus en groupe, bien, ça va amener divers problèmes, en quelque sorte.
Alors, c'est peut-être intéressant de regarder la question à partir de la position des acteurs. Disons, pour aller brièvement, qu'il y a deux grands types d'acteurs, mais à l'intérieur de chaque type, il y a des acteurs un peu différents. D'abord, l'acteur, en quelque sorte, qui sont dans la mouvance des mouvements sociaux. Alors, les OSBL d'habitation, par exemple, sont de naissance du mouvement communautaire, et tandis que les coopératives d'habitation sont assez liées à l'histoire, comme l'a rappelé Raphaël Derry, à l'histoire du mouvement ouvrier, hein, dans le processus de la montée des coopératives, etc. Et il y a aussi, lié au mouvement communautaire, la défense des droits. Alors, dans les interventions, on a vu tout ça émerger en quelque sorte. Mais à côté de ça, il y a l'acteur public. L'acteur public qui comprend l'État, hein, avec ses ministères, avec tant sur le plan de la santé et des services sociaux, mais sur le plan aussi de la construction de logements, les subventions, les appuis, etc., qui sont bien importants sur ce plan-là. Et aussi les municipalités qui ont pris de plus en plus d'importance. Ça passe beaucoup par les offices municipaux, hein, les OM, et aussi par différents organismes qui sont assez liés à l'État, comme la Société d'habitation, la SCHL, etc. Alors, les CIS aussi, les CIUS, bon, voilà, tout ça a été nommé en quelque sorte. Alors, c'est peut-être intéressant de regarder la question à partir des acteurs, en quelque sorte. Là, c'est les acteurs des différentes organisations, hein, très liés aux mouvements sociaux, mais encore très liés au pouvoir public. Et à la base même, il y a un acteur qui semble en train de se construire, ce sont les habitants eux-mêmes, les locataires, etc., qui se sont donné des associations où, en même temps, est lié en quelque sorte à la fois les droits, hein, la revendication pour des droits, la lutte pour les droits, et en même temps aussi la revendication pour l'exercice de la pleine citoyenneté, le pouvoir d'agir dont parlent certaines personnes. Alors, donc, regardez la question à partir de ça peut être intéressant aussi. En même temps, regarder la question à partir de la question territoriale des lieux, hein, comme tel. Ça a été souligné assez, hein, les besoins, puis aussi la dimension organisationnelle, la dimension aussi un peu de système varie d'une région, d'un endroit à l'autre. Si on est en grand milieu urbain ou en milieu rural, en région plus éloignée, alors ça dépend aussi de la démographie assez souvent. Alors, ce sont des questions qui sont assez importantes. Alors, voilà. Donc, il y a de quoi s'amuser assez longtemps sur cette recherche-là et à la suite aussi, et sur le plan d'action des différents acteurs. Merci beaucoup tout le monde, surtout les intervenants là, qui ont fait différentes interventions. Les temps étaient courts, il y a beaucoup de choses à voir. Vous avez très bien fait ça. Alors, merci beaucoup à Mélanie Claude et à Florence du CRIS qui nous ont beaucoup aidés sur le plan technique à pouvoir avoir ces échanges-là et une bonne communication. Alors, bravo et au revoir. Peut-être qu'on se reprendra à un certain moment pour une autre étape de réflexion. Merci. Et merci à notre animateur. Bonjour. Bonne fin de journée.